On est prêt, moteur! Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle saison des Hallucinés, des films et des lettres. Et on commence avec le premier tirage. Consonne. P. Voyelle. A. Consonne. S. Consonne. C. Voyelle. A. Consonne. L. 3 lettres. Lac. J'ai mieux. 6 lettres. Pascal? Et oui, Pascal qui va nous parler de l'œuvre du guitariste de Radiohead, Johnny Greenwood, qui, comme son comparse Tom York, a commis quelques bandes originales de films également. Et on poursuit avec le deuxième tirage. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. P. Une lettre. A. 3 lettres. Tape. Effectivement, tape comme le tir au pigeon où nous vous donnerons nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ensuite, troisième tirage. Consonne. Z. Voyelle. I. Consonne. K. Ah, j'ai. Facile. 2 lettres. Easy. Mais non, 3 lettres. Zik. Et oui, comme notre respiration musicale qui enchantera vos trompes de stache. Alors, quatrième tirage. Voyelle. E. Voyelle. U. Consonne. D. Voyelle. O. Consonne. X. Voyelle. I. Voyelle. Et E. Alors j'ai 3 lettres. Record battu. Duo. Moi j'ai 7 lettres. Eudoxie. Et oui, Eudoxie de retour avec sa fameuse chronique livres et cinéma. Puis nouveau tirage, le cinquième. Consonne. Q. Voyelle. U. Voyelle. I. Consonne. Et Z. Une lettre, mais j'ose pas. Bah, ose pas alors. 4 lettres. Quiz. Bravo, notre quiz que le monde entier nous envie. Et enfin, le meilleur pour la fin. Consonne. M. Voyelle. A. Consonne. R. Consonne. T. Voyelle. I. Voyelle. A. Et consonne. L. Cette lettre. Ouh, nous vous écoutons. Martial. Mais oui, ou plutôt l'interview de Bérangère mise sur le grill par Martial pour être exact. Les Hallucinés, saison 4, épisode 1, c'est parti. Attention, vous êtes prêts, action! Alors pour commencer, j'aimerais faire un grand merci. En fait, c'était l'année 2024. Je désespérais de ne pouvoir visionner sur grand écran le dernier film de Léos Carax, mon réalisateur fétiche. Alors le film s'appelle C'est pas moi, et comme il est assez pointu, je m'étais un peu fait à l'idée de le rattraper un jour sur une plateforme VOD. Et miracle, le Cinécluse et son association Cinétoile ont choisi de le programmer le 16 juillet 2024, dans le cadre de leur séance presque cinéphile du mardi. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de le voir sur grand écran. Qui plus est, accompagné d'une discussion et d'un repas très sympa partagé avec l'équipe de bénévoles de Cinétoile. Alors donc, merci Cinécluse, merci Cinétoile et merci Bérangère Seco Cordero qu'on accueille aujourd'hui. Alors bonjour Bérangère.
Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es donc la programmatrice à Cluse de l'association Cinétoile au sein de Ciné-Cluse. Tu assures une programmation de films art et essai et cela fait donc 14 ans que tu es salarié de l'association Cinétoile, dont 5 ans au sein du multiplex Ciné-Cluse. Un complexe. Oui, complexe. Il y a 3 salles, c'est que 3 écrans. Ouais. D'accord, on n'ira pas au-delà. Non. Donc, ce complexe a ouvert donc en 2020. Alors, première question que j'appellerais la question parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Complètement par hasard. Moi, je suis de Cluse. Je suis née à Cluse, à la clique de l'Espérance, qui n'existe plus. Donc, je fais partie des dernières clusiennes nées. Et puis, du coup, comme beaucoup de clusiennes et clusiens, je suis partie faire mes études à Grenoble. Et puis, je suis revenue dans le coin. Par amour, c'est tout bête, parce que moi, je n'avais pas du tout envie de revenir à Cluse. J'avais envie de rester dans une grande ville, voilà. Et mon master de diffusion de la culture en poche, du coup, je suis revenue à Cluse en me disant, en fait, je ne vais pas du tout bosser dans la culture parce qu'il n'y a vraiment pas de boulot ici. C'est pas grave. Je suis devenue chargée de recrutement chez Adecco et je me suis dit que j'avais passé ma vie là-bas. Trouver du boulot, je me suis dit, c'est pas mal, j'ai un CDI, ça va. Et en fait, cette association Cinétoile, moi j'étais spectatrice en fait de ce cinéma quand j'étais étudiante à Cluse au lycée. J'y allais souvent et je m'imaginais pas du tout qu'il y avait un salarié qui faisait la programmation de ce cinéma. Je pensais que c'était entièrement des bénévoles. Et puis quand on termine la fac, alors on va pas à France Travail, maintenant c'est France Travail, on va à la mission locale jeune et on doit aller là-bas rencontrer une conseillère et on pleure devant cette conseillère en disant je sais pas ce que je vais faire, il y a pas de boulot pour moi, voilà. Et là cette conseillère, en fait, ma chance c'était qu'elle était bénévole à Cinétoile. Ah ouais. Et qu'en fait quand Laura donc que j'ai remplacée au ciné est partie, Sylvie, donc c'était ma conseillère, je la remercie. Est allée voir ma grand-mère parce qu'elle connaissait ma grand-mère. Enfin, c'était une histoire un peu alambiquée comme ça, mais c'est rigolo. En disant il faut absolument que Bérangère postule. Il cherche quelqu'un à Cinétoile. La. Et puis du coup, moi, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai postulé avec derrière moi un bagage quand même culturel. Je faisais partie d'une association de cinéphiles à Grenoble. J'aimais le cinéma, mais je n'avais pas du tout fait mes études là-dedans. Moi, c'était plutôt la musique à la base. Et puis en fait, à Cinétoile, ils ont dit d'accord, on te prend. Et là, ma mère m'a engueulée parce que j'hésitais. Je disais, est-ce que je lâche mon CDI très sérieux chez Adecco ? Et ma mère m'a dit, mais nom de Dieu, on t'a pas payé des études dans la culture pour rien, il faut que tu y ailles. Et puis, merci maman. Donc du coup, j'ai accepté le boulot chez Cinétoile et j'ai tout appris sur le tas et je pourrais rien faire d'autre là. Et donc, alors là, on avance, on est en 2019. Tu as présenté un mémoire dans le cadre de la FEMIS. Oui. Intitulé « Partenariat entre secteur privé et associatif dans l'exploitation cinématographique ». Oui. Alors, on imagine qu'à l'époque, c'était dans le contexte du rachat du cinéma des Allobroges par Philippe Beau. Oui, alors c'est pas un rachat. Alors, c'est une construction. C'est la construction d'un cinéma tout bêtement dans le centre-ville de Cluse. Oui, ouais, c'est ça. De 3 écrans. Et nous, on était exploitants, donc on exploitait. C'est nul de dire exploitant, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Ça fait des années, Pascal, qu'on cherche un terme. Ah bah oui, mais c'est ce terme un qui peu existe, moins terrible, qui est officiel au niveau administratif. On est des exploitants de cinéma. Ouais. Terrible. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Philippe est arrivé en disant moi, je vais faire un cinéma de 3 écrans, puis que nous, Cinétoile, ça faisait quand même 34 ans qu'on était aux Allobroges, qu'on faisait nos 5 séances par semaine avec une fréquentation honorable. Vraiment, c'est un cinéma qui marchait très bien. Et quand Philippe est arrivé, la condition avec la municipalité, c'était en fait, il ne faut pas oublier du tout l'association Cinétoile qui fait le boulot avec les scolaires, qui fait le boulot art et essai. Et il va falloir imaginer quelque chose avec cet asso parce que nous, c'était pas possible et pas viable qu'on continue de projeter alors qu'il y avait un cinéma 3 écrans en face. Et comment tu as vécu cette période? Parce que c'était pas forcément évident. Pas très mal, parce qu'au niveau de la mairie, ça s'est pas fait, disons, très sereinement, disons qu'on a pris ça un peu comme ça. On n'a pas du tout été préparés. Donc déjà, ça nous a un peu tombé dessus. On s'est dit, on veut plus de nous. Enfin, on a un peu chouiné au début. Puis après, on s'est dit, arrêtons de pleurer. Et puis, on va essayer de travailler avec ce gérant, Philippe Beau, qui, en fait, a eu cette volonté-là quand même. Il aurait fallu être bête de ne pas partir avec nous parce qu'on avait quand même
des spectateurs dans la poche, toutes les écoles, tous les collèges, les lycées alentours, et puis quand même une expertise dans l'accueil des publics que lui n'avait plus sur le territoire de Cluses et environ. Et du coup, Philippe, ça a été de se dire, moi, je récupère la coordinatrice de l'association Ciné-Étoile, et puis on va voir comment on peut bosser ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça s'est un peu préparé. Ça a été 3 ans de négociations, quand même, où on a fait une convention pour contourer tout ça, pour être sûr qu'on allait bien travailler en bonne intelligence ensemble. Avant le démarrage, quoi. Bah oui. Et puis, un démarrage qui s'est fait en pleine période en plein Covid. En plein Covid. Voilà. Atroce. Nous, on n'a pas pu dire au revoir à nos spectateurs dans la salle historique. Enfin, vraiment, ça a été pas cool du tout. Et puis voilà, donc on a dû démarrer. On n'a rien prévu parce que tout ça est arrivé très vite. Et enfin voilà, donc c'était un peu la galère. Mais on y est arrivé. Et avec le recul de ces 5 ans d'existence maintenant, comment se passe justement cette collaboration entre l'association et le privé ? Pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà, nous, on est complètement indépendants. Philippe ne met pas du tout le nez dans notre programmation. Donc en fait, je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, oui, mais je le fais bien. Et du coup, il n'est pas du tout en train de... Là, je sais que là, on a programmé Fantôme Utile, là, le film taïwanais sur l'aspirateur fantôme. Et on a eu un spectateur. Donc moi, je sais que Philippe, il ne va pas aller me chercher là-dessus, quoi, parce que voilà, il sait que ça marche comme ça, que des fois, il y a des films qui fonctionnent et puis d'autres où on parie un peu. Enfin, voilà. Mais en principe, je pense que voilà, qu'il est très content parce qu'on lui amène un public qu'il n'arrive pas à choper autrement et puis qu'on fait ce travail... de médiation, d'accueil, que font très bien les cinémas à essai, parce qu'on a une équipe associative derrière qui est là pour ça. Donc pour l'instant, voilà, c'est chouette comme ça se passe. Voilà. Alors j'aimerais à présent que tu nous parles un peu de ton métier de programmatrice. Et notamment, j'avais une question, c'était un peu abordé à l'instant par rapport à la question, la différence entre programmatrice et exploitant. On a l'impression que maintenant, de plus en plus d'exploitants ont ce rôle de programmateur. Ouais. Donc, et toi, c'est quoi ton quotidien de programmatrice ? Moi, mon quotidien de programmatrice, c'est d'être toujours à l'affût du film, de qu'est-ce que je peux mettre en lien avec ce film, qui je peux inviter, comment je peux le travailler, qu'est-ce que ça va tirer, à quelles associations ça peut parler. Enfin voilà, c'est vraiment de faire vivre le film en dehors de sa simple exploitation. C'est peut-être ça la différence entre un programmateur et un exploitant. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je dirais que être exploitant, c'est gérer son cinéma, c'est-à-dire gérer l'infrastructure, gérer l'humain, gérer tout ce qui fait fonctionner ce cinéma. Et la programmation, selon moi, c'est un autre métier. C'est-à-dire que... Alors, il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec moi, les gros programmateurs. Voilà. Mais pour moi, il faut voir les films. Oui, c'est ça. Absolument. Parfois, on ne les voit pas. Bon, on essaye quand même, mais on voit bien que ça marche moins bien que quand on les voit. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il faut vraiment... moi, quand je leur soumets un film, j'ai besoin de leur donner envie, j'ai besoin d'avoir confiance en ce que je vois. Et ça, on ne peut pas faire autrement qu'en ayant vu les films avant, en fait. Donc, un métier de programmateur, programmatrice, c'est ça, c'est voir des films en amont. Et puis, quand on regarde des films, je sais pas toi Pascal, mais on est toujours en train de penser qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ouais, on peut faire plein de trucs, là c'est super, qui c'est que je peux appeler ? Enfin voilà, c'est tout ce truc qui se passe autour et voilà, pour attirer un maximum de personnes, pour toucher du monde. Donc la différence, ce serait vraiment de dire que le programmateur, lui, voit les films. Ça veut pas dire que les exploitants non, mais c'est quand même, ça fait une grosse partie. Oui, après ça dépend des établissements. En fait, le problème, et ce qui n'est pas un problème, en fait, ce qui est génial, c'est que le maillage du cinéma est tellement en France, on a tellement des salles différentes, de configurations différentes, de tailles différentes, avec des formes juridiques différentes, qu'en fait, y en a qui sont exploitants programmateurs, il y en a qui disent programmateurs parce qu'en fait, ils ont un exploitant. Enfin, en fait, tout est encore inventé dans ce milieu. On invente. C'est la médiation qui a le vent en poupe depuis quelques années. Il faut des médiateurs, des médiatrices. Donc voilà, c'est en train de... disons que c'est des métiers qui sont tellement pas... on n'a pas une fiche métier, d'exploitant, de programmateur, c'est pas possible. Selon l'endroit, selon le public qu'on a. Donc en fait, c'est des métiers qu'on s'invente. Et voilà. Oui, comme tu disais Bérangère, effectivement, on est à l'affût un petit peu des films qui sortent, etc. C'est vrai que les gros exploitants de salles, c'est plutôt les distributeurs qui vont les appeler, qui vont les solliciter, ou dire tiens, est-ce que tu peux prendre mon film à telle date, etc. au moment de la sortie nationale ou en première semaine, deuxième semaine, etc. Et c'est vrai qu'ils sont plus dans cette gestion en fait de ce que vont proposer les distributeurs de films. Ouais, c'est vrai.
Alors que nous, on n'est pas dans cette... on vient pas nous voir, quoi. En disant oui, il faut absolument que tu programmes. Bon, il y a des petites maisons de distribution. Des tout petits qui viennent nous voir. Qui viennent nous voir, qui nous appellent, avec qui on tisse des liens, d'ailleurs très sympathiques des fois, et effectivement, pour nous proposer leurs films. Mais oui, mais ça sous-tend autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même façon de travailler. C'est-à-dire que c'est pour ça, mon mémoire, là, qui est entre l'associatif et le privé, en fin de compte, le défi avec Philippe Beau, c'était de se dire, on ne travaille pas pareil. C'est-à-dire que quand on a un Philippe qui, lui, est dans une gestion de rentabilité, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il se fasse des sous, et que nous, il faut juste qu'on soit à l'équilibre, et voilà. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes... Justement, ça m'amène justement... ma question suivante, c'était de parler des chiffres. Et quel rapport, toi, tu entretiens avec justement les chiffres de fréquentation ? Est-ce que tu es complètement détaché ou assez sensible quand même ? Alors, j'étais détachée jusqu'à ce que Étienne, donc Étienne, c'est le fils de Philippe, du gérant, qui est le successeur avec qui je m'entends très bien, il m'a installé l'application du diable sur mon téléphone, l'application Box Office, où en fait je vois tous les chiffres pratiquement directs. Donc là, ça fait pas très longtemps, je suis devenue un peu, je regarde quoi. Ouais. Mais je regarde pas pour la recette, parce que la recette, nous on s'en fout, c'est pas chez nous que ça remonte. Mais je regarde pour me rendre compte par rapport aux autres films, parce que là en ce moment je suis dans une analyse de le cinéma RSF fonctionne mieux que le cinéma grand public en ce moment, parce qu'il y a vraiment, des bouses qui sortent, ça ne marche vraiment pas. Et je regarde les chiffres pour... J'y reviendrai. Oui. Et je regarde les chiffres pour me rassurer, pour me dire, là tu vois... ce film-là, par rapport à l'autre, c'est pour me conforter un petit peu dans ce que je fais, de me dire, mais oui... on a un public en fait qui a envie de voir des choses intelligentes et belles et qui a envie de voir autre chose que ces comédies françaises qui sortent à l'appel et qui sont toutes les mêmes. Et c'est quoi la fréquentation par exemple de Cinétoile sur une année Sur une année, je pense qu'on peut la quantifier parce que de toute façon c'est très simple, on est très stable par rapport à Philippe, on représente à peu près 20% de la fréquentation, donc on est sur du 75 000 par entrée et nous Cinétoile on va être 20 000, 18 000, quelque chose comme ça quoi. On est un peu dans ces échelles-là et on n'a pas trop bougé, on a même tendance à plutôt augmenter ces temps-ci. Ouais. Mais voilà, je sais que oui, ça représente... Nous, on fait vraiment un compte-rendu tous les ans parce qu'on a notre assemblée générale où je compte. Tous les films que nous avons programmés, je regarde quand même le nombre de spectateurs pour savoir un peu où on en est. Comme nous fait Pascal chaque année. Ouais. Tout à fait. C'est important. Et je ne l'ai peut-être pas précisé, mais effectivement, donc, Cinéclus, c'est 3 salles. Donc, alors, il y a une salle de 330 places, de 120, je crois. Puis 190. 190 et 120, d'accord. Oui. Et la salle qui concerne Cinétoile, elle est définie ou ça peut varier selon le film Alors en vrai, elle n'est pas définie, mais en vrai, elle est définie. C'est la petite salle. On a nos habitudes. Ouais, c'est marrant. Ça s'est fait très naturellement. Ouais. Philippe nous avait pas du tout dit ça sera la petite salle, mais je sais pas. On a installé un système son dans cette petite salle parce qu'évidemment, on a plein d'invités. Donc du coup, on a sonorisé comme il faut pour que ce soit pratique avec les micros, pour que ça marche bien. Donc c'est notre petite salle quand même. D'accord. Et puis on a moins l'air bête quand on est 30 dans une salle de 120 que 30 dans une salle de 300. Donc ça se fait naturellement. Parfait. Merci pour ces éléments. Là, je te propose de faire une petite pause. On va aborder dans la deuxième partie l'association Cinétoile. Et là, donc, on va passer la parole à Eudoxie, donc, pour sa rubrique Livres et cinéma. Très bien. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Et moi, j'ai trouvé un terme, du coup, à la place d'exploitant. Je vous propose explorateur et exploratrice. Voilà. Pourquoi pas ? Comme ça, on garde... Il y a exploit et en plus, on vous propose d'explorer. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Juste falloir que le CNC soit d'accord. Ah oui, non, j'avais pas pensé à ça. Un détail, effectivement. Donc effectivement, aujourd'hui... Pour ma chronique, les 2 œuvres références que j'ai choisies ont en commun qu'elles traitent toutes les 2 du corps féminin. Seulement les corps ici sont en mutation, ils ne sont pas figés et c'est sous nos yeux qu'ils se transforment et que ces femmes deviennent monstres. Dans Truisme, le roman de Marie Darrieussecq, la protagoniste se transforme au fil de la lecture en truie. Entre-temps, elle est un être hybride, mais elle est surtout une femme qui se soumet au désir des hommes dans la backroom d'une parfumerie qui n'est en fait rien de plus qu'une maison de passe. Les hommes qui louent ses services observent cette transformation. Certains s'en dégoûtent et d'autres l'exploitent. La narratrice protagoniste rend compte avec une naïveté déconcertante de sa mue dans ce qu'elle lui impose et dans ce qu'elle produit chez les autres, et donc les hommes en particulier.
Sa métamorphose apparaît au premier plan d'une satire politique où arrive au pouvoir un homme, Edgar, qui souhaite débarrasser le pays de ceux qu'il appelle, je mets des guillemets, les marginaux, c'est-à-dire les SDF, les malades mentaux, les personnes homosexuelles, les animaux, etc. Le destin de la jeune femme s'entremêle au récit politique, mais finalement, en devenant entièrement truie, elle semble échapper à cette société qui l'a continuellement maltraitée. Elle se lie à la terre, au sol et ce qui le jonche, elle peut enfin se reposer sur ses 2 oreilles de truie. En lieu et place de l'éclairage public qui surplombait le banc sur lequel elle s'échoua après sa rupture, la voûte céleste. En acceptant la métamorphose, elle transforme sa chair, elle n'est plus femme, elle est truie, et ce statu quo lui permet d'affirmer sa particularité. Mais y a-t-il toujours un moment où la mue se termine pour aboutir à un nouvel état stationnaire ? Être monstre, n'est-ce pas plutôt cet état de métamorphose perpétuelle où rien n'est jamais acquis ? Dans Truisme, par exemple, donc toujours, la femme truie, elle est constamment à la recherche d'un antidote qui pourrait stopper la métamorphose. À l'inverse, la créature de Frankenstein dans le roman éponyme de Mary Shelley est une véritable création. De toutes pièces, le monstre est assemblé et une fois abouti, celui-ci peut échapper à son créateur. Ce qui ne peut pas advenir dans le cas de Truisme, ou les personnages du règne animal, par exemple, le film de Thomas Caillet sorti en 2023, puisqu'ils se transforment malgré eux. Leur corps abrite en amont la métamorphose. Ce qui est aussi le scénario du film Vincent n'a pas d'écailles de Thomas Salvador. Finalement, chez les protagonistes de ces films, il y a comme une attente de la transformation. Vincent est heureux quand il est dans l'eau, l'homme-oiseau, dans le règne animal, s'acharne à apprendre à voler alors même qu'il n'est pas encore complètement devenu oiseau. Devenir monstre, se transformer, devient alors une libération. Pour la protagoniste de Truisme, quitter son corps de femme, jusque-là exploitée par d'autres sans consentement éclairé, et devenir truie, c'est enfin devenir elle-même. Mais il y a aussi des films où l'antidote est ce qui va permettre la transformation, où devenir monstre est un choix pour retrouver ce que l'on a perdu. La jeunesse, par exemple. Grâce à la substance, faire de soi un corps argileux et s'en saisir pour modeler un double meilleur. Vous l'aurez peut-être compris, mais la seconde œuvre que je souhaite aborder pour parler du corps féminin sous l'angle de la métamorphose et de la monstruosité, c'est le film de Coralie Farja, sorti l'année dernière, The Substance. Ici, tout part d'une femme dont le corps ne convient plus à ceux qui l'exploitent. Trop vieux ou pas assez jeune, le corps d'Elizabeth Sparkle devient, après avoir été la clé de son ascension dans l'univers de l'aérobic, son fardeau. Une chair malade à traiter. C'est en tout cas ce dont elle finit par se convaincre. Après les attaques passives-agressives, pleines de postillons de sauce cocktail assénés par le producteur de la chaîne. Elle prend donc la décision d'user de ce traitement qui lui a été mystérieusement recommandé. Seulement, accoucher d'une meilleure version de soi n'est pas sans conséquence, et la posologie est assez claire. N'oubliez pas que vous êtes une. Elizabeth Sparkle et Sue deviennent des sœurs siamoises dont les corps non physiquement reliés voient leur destin pourtant intriqué. L'une semble prendre sa revanche sur son licenciement abusif, et l'autre se découvre et se prend au jeu de la gloire, qu'elle irradie de son sex-appeal. Ce qui est intéressant, c'est à quel point les deux faces de cette même pièce, petit à petit, deviennent des monstres. Elles sont tellement assujetties à leur corps par le patriarcat et la violence sexiste du milieu du showbiz qu'elles se détruisent sans que personne n'ait besoin d'intervenir. L'étrange n'est pas uniquement dans le processus, il l'est aussi dans le cadrage de cette caméra sur le corps de Sue, qui n'est plus un corps humain, mais plutôt un corps étranger et monstrueux. En le filmant ainsi, son corps est envoyé à la face du monde morcelé. Et c'est d'ailleurs ce qui va advenir au corps de Sue. Il va partir en pièces détachées, en commençant par ses dents, puis les oreilles, etc. Il y aurait sûrement à redire sur le propos féministe du film, mais La Forme est un vrai film de genre où le monstrueux côtoie le drôlatique, et où, à la façon de poupée gigogne, les monstres accouchent d'autres monstres, jusqu'à ce que, splatch, l'absurdité de cet engendrement dégueule sur Hollywood Boulevard et laisse place à ses prochaines victimes. Et si finalement, devenir monstre ne serait pas la plus belle chose qui puisse nous arriver ? Merci Eudoxie pour cette belle chronique. En plus, tu remets en lumière Substance, qui est un des grands films de 2024. Donc c'est cool. Par une réalisatrice française, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a Julia Ducournau aussi. Elle a un discours intéressant sur la transformation de la femme. Oui. En fait, en écrivant cette chronique, il y a évidemment... J'aurais pu parler de tellement de films et même de livres, d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est simplement passé, c'est que j'ai lu Truisme et j'ai vu Substance de manière très rapprochée. Et The Substance, ça m'a vraiment mis une claque en termes de cinéma, quoi.
même si voilà, ce propos féministe, je pense, est à nuancer. J'ai lu des articles après coup. Ouais, ça a été très débattu. Qui effectivement, mais de manière assez juste, le nuance. Voilà. Mais j'avais envie quand même de dire que c'est pas parce qu'on voit une belle femme filmée dans des scènes d'aérobic que ce n'est pas un film qui n'est pas féministe en fait. Ouais. Ok. Je suis d'accord. Merci bien. Ça c'est dit. Et on enchaîne donc avec la rubrique de Pascal, musique et cinéma, avec je crois un compositeur que Bérangère tu dois apprécier. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est toi, Martial, qui m'a soufflé un petit peu cette idée, puisque tu avais préparé l'émission justement avec Bérangère. Effectivement, ce compositeur qui a été signalé tout à l'heure dans l'édito, c'est Jonny Greenwood, donc musicien du groupe Radiohead. Donc groupe qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Hein. Et effectivement, Jonny Greenwood a fait quelques musiques de films qui sont vraiment tout à fait originales, et on retrouve justement dans ces musiques tout son côté expérimentateur. Et il a particulièrement collaboré avec un réalisateur, c'est le réalisateur américain Paul Thomas Anderson. Et justement, leur collaboration, elle a débuté en 2007 avec le film There Will Be Blood, donc film avec Daniel Day-Lewis. Hein. Et effectivement, donc l'histoire, vous vous souvenez, ça se passe au tout début des années 1900. Le personnage, donc joué par Daniel Day-Lewis, va fonder une petite entreprise de forage à la recherche de pétrole. Bon, après, à la suite d'un accident et la mort d'un employé, il va adopter le fils de cet employé. Il va ensuite vouloir racheter une autre propriété. Et puis bon, va s'en suivre tout un tas de péripéties plus ou moins dramatiques et plutôt dramatiques. Pour cette bande originale, Jonny Greenwood, en fait, a choisi d'utiliser un orchestre à cordes. Et je vous fais écouter un premier extrait. Alors dans cette partition, avec cet orchestre à cordes, il ose aussi des ambiances atonales comme celle que je vous fais écouter maintenant. Étonnant. Une autre atmosphère également qu'on retrouve dans ce film. Et encore un dernier extrait où là, les cordes, enfin en tout cas certaines cordes, sont utilisées vraiment comme des percussions. Alors oui, c'est vrai que c'est étonnant chez un musicien, on va dire plutôt de rock, d'utiliser justement l'orchestre classique. On retrouve cette utilisation dans une partition suivante, mais cette fois-ci pour le réalisateur franco-vietnamien, donc Tran Anung, pour son film La Ballade de l'impossible, et on est en 2011. Donc l'histoire se passe au Japon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Donc à la fin des années 60, un jeune homme dont le meilleur ami s'est suicidé va quitter Kobe pour s'installer à Tokyo, et là il va faire la rencontre de l'ancienne petite amie de cet ami justement qui s'est suicidé. Je vous fais écouter juste un petit extrait de la musique.
l'utilisation des cordes. En 2013, nouvelle bande originale pour Paul Thomas Anderson pour le film The Master, film avec Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Donc Freddy, qui est un ancien vétéran qui a participé à la guerre du Pacifique, alcoolique, va tomber sous la coupe d'une sorte de gourou interprété justement par Philip Seymour Hoffman. Là, je vous fais écouter un extrait dans un autre style, beaucoup plus calme, avec un piano, un violon, une clarinette. Et dans ce deuxième extrait, encore ce côté un peu expérimentateur. Vous allez voir, cet extrait démarre par un très bel accord, serein, et qui va glisser justement très rapidement vers une ambiance plus atonale. Ça met un peu mal à l'aise. Donc le film suivant, c'est toujours pour Paul Thomas Anderson, Inherent Vice. On est en 2014, film à nouveau avec Joaquin Phoenix. Donc l'action se passe dans les années 70 à Los Angeles. Un détective privé va enquêter sur la mystérieuse disparition d'un milliardaire. Écoutez donc cette mélodie avec des bois, des cordes, qui évoque un petit peu pour moi certaines partitions de Bernard Herrmann. Alors jusqu'à maintenant, ce que je vous fais écouter, c'est plutôt des cordes, des instruments de l'orchestre classique, mais justement, dans Inherent Vice, il va utiliser également d'autres ambiances. Je vous fais écouter cet extrait. Un orgue ou un harmonium peut-être avec cette guitare. Et puis là, un autre morceau aussi dans la bande originale du film avec une voix assez intrigante. Psst. Dopers ESP, Doc. Dopers ESP. Le film suivant, c'est toujours Paul Thomas Anderson et c'est le film Phantom Thread. Donc là, à nouveau Daniel Day-Lewis, donc qui avait joué dans There Will Be Blood. Ici, on est à Londres dans les années 50, juste après la guerre. Donc un couturier de renom et sa sœur règnent sur le monde de la mode anglaise. Alors là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus feutré, on va dire, exprimé par ce thème.
je vous fais également écouter ce thème-là un peu plus mélodramatique. On est bien dans l'ambiance. Donc cette même année, en 2017, Johnny Greenwood compose la musique du film Beautiful Day de la cinéaste britannique Lynn Ramsay. Donc film avec Joaquin Phoenix. Donc la fille d'un sénateur disparaît et un vétéran brutal et torturé se lance à sa recherche. Là, au niveau de la partition, on est sur des choses un petit peu différentes. Étonnant avec cette caisse claire qui vient se décaler un petit peu du rythme principal. Et là encore, alors peut-être pour mettre en évidence l'esprit torturé du personnage principal, on est dans des sonorités, d'autres sonorités qui créent un certain malaise. Mais aussi on a des mélodies un petit peu plus apaisées. Très beau morceau. En 2021, Johnny Greenwood travaille pour le réalisateur chilien Pablo Larraín pour son film Spencer. Alors Spencer n'est pas sorti au cinéma, il est sorti sur Amazon Prime. Donc film avec Kristen Stewart qui parle de la princesse Diana, donc sur une courte période à la fin de sa relation avec le prince Charles. Et donc, là aussi, on a des choses assez différentes au niveau de la partition, à l'exemple de ce morceau avec 2 orgues. Alors, le deuxième extrait, vous allez voir, est assez intéressant parce que bon, ça commence presque comme une musique baroque. Puis tout à coup arrive une contrebasse, une batterie, puis une trompette qui nous emmène vers quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus jazzy, on va dire. Moi, j'aime beaucoup la manière justement dont évolue ce morceau. En 2021,
musique pour un film de Jane Campion, The Power of the Dog. Donc là aussi, film qui n'est pas sorti au cinéma, mais uniquement sur Netflix. Donc avec Benedict Cumberbatch, deux frères, Phil et George Burbank, diamétralement opposés, sont à la tête d'un ranch dans une vallée du Montana, une région loin de la modernité galopante du XXe siècle. Je vous fais écouter ce thème assez intéressant. J'aime beaucoup aussi le thème principal du film. Et ce même thème d'ailleurs qu'on retrouve également au piano. Pour terminer cette rubrique, je vous propose d'écouter un dernier thème, donc celui composé pour le film Licorice Pizza. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Licorice. Alors, on ne peut pas dire que Jonny Greenwood ait composé la BO du film, puisqu'il y a beaucoup de morceaux d'artistes différents sur ce film, mais il a composé justement ce thème avec une petite harpe et quelques cordes assez jolies, je veux dire. Donc là, c'est pour ce film-là la collaboration de Paul Thomas Anderson et de Jonny Greenwood continue, puisque le nouveau film de Paul Thomas Anderson, donc Une bataille après l'autre, qui va sortir là le 24 décembre, eh bien, 24 septembre, pardon, excuse-moi, Jonny Greenwood est également crédité à la bande originale du film. Je n'ai pas pu écouter cette bande originale, je pense qu'elle va être disponible prochainement, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Donc on termine avec ces quelques notes. Alors, merci Martial pour cette proposition que tu m'as faite, parce que je n'avais pas imaginé tout l'univers sonore que Jonny Greenwood avait pu proposer dans les quelques bandes originales qu'il a pu faire pour le cinéma. C'est intéressant de voir, en fait, je trouve que ce compositeur nourrit un peu Radiohead, et inversement, je trouve que Radiohead nourrit aussi toute sa composition. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses qu'on retrouve dans l'un et dans l'autre. Et c'est vrai que c'est un grand compositeur. C'est une chronique qui va faire plaisir à mon fils Mathis, qui est grand fan et qui a eu la chance de le rencontrer à 2 reprises et de discuter un peu avec lui. Et il est vraiment très très fan. Et puis chez Bérangère, donc qu'est-ce que tu en dis? Merci Pascal. Moi je suis trop contente d'avoir réentendu tout ça. Et moi je trouve que c'est un grand compositeur. Moi, je revoyais toutes les images des films. Et le fait de juxtaposer les musiques comme ça, on voit en fait à la fois la patte et puis la richesse aussi de ces styles, quoi. Je trouve que c'est... Non, c'est... Merci. De mon côté, ça me fait penser aussi à une amie qui adore Paul Thomas Anderson, et particulièrement la musique dans There Will Be Blood, donc Jonny Greenwood. En plus, elle est assez fan de Radiohead aussi. Il se trouve que c'est, je pense, tant du côté de la musique de Jonny Greenwood que Paul Thomas Anderson, les œuvres en fait de ces personnes ont touché quand même toutes les personnes qui ont pu les voir. J'ai pas l'impression en général que ça laisse de marbre ou qu'on oublie. Voilà, c'est des œuvres assez marquantes en général. Oui, c'est vrai, oui.
Et maintenant, donc, on continue avec Martial et donc son interview de Bérengère. Exactement. Donc, on revient avec toi, Bérengère. On va parler de Cinétoile, l'association dont tu es la salariée. Alors, Cinétoile est une association qui a plus de 40 ans, qui a été créée en 1984. Et elle compte, alors j'ai vu sur le site, 174 adhérents. Alors, c'est 11 € l'adhésion. Ouais. Et elle compte aussi 30 bénévoles pour la faire fonctionner. Alors, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi le profil pour être membre de Cinétoile? Parce que j'imagine que vous recherchez, comme dans toute association, des bénévoles. Qu'est-ce que c'est le profil? Le profil, c'est retraité, célibataire. Non, je rigole. Ça commence. Mais c'est vrai. Ça va intéresser Pascal. Non, le profil, c'est tous les gens qui ont envie de participer à la programmation du cinéma, ou si c'est pas la programmation, à la vie en général de l'association. Et voilà, donc nous, on prend tout le monde. Mais c'est vrai que les bénévoles, il faut qu'ils aient un petit peu de temps et tout. Donc bien souvent, on perd les jeunes parce que nous, on n'a pas de faculté à Cluses. Donc après, ils s'envolent vers des études supérieures. Donc parfois, on récupère quelques trentenaires, quarantenaires qui se retrouvent un peu seuls dans Cluses, qui savent pas trop où aller et puis qui restent. Et puis beaucoup d'anciens profs à la retraite, évidemment, qui étaient avec nous pour les dispositifs d'éducation à l'image et qui sont restés en fait avec nous après. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de profil. Nous, on aimerait évidemment, comme toutes les associations, rajeunir un peu les bénévoles parce que c'est très important qu'il y ait une transmission qui se fasse. Mais voilà, c'est tout. On peut même pas dire cinéphile, quoi. Enfin, faut vraiment aimer le ciné. C'était une des questions. Est-ce qu'il faut être cinéphile? Mais j'imagine toutes les cinéphilies. Voilà. Parce qu'on peut apprendre à le devenir. C'est pas un problème. En fait, moi, ça m'a jamais. On fait pas de casting, quoi. On dit pas. Oui, est-ce que tu connais? Moi, je sais pas. Johnny Greenwood. Est-ce que tu peux me citer 3 films dont il a fait la BO? Non, on s'en fout. Y a pas de... Voilà. C'est la volonté de faire avancer. Et puis donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir voir un peu comment ça se passe. En plus, le cinéma, comment on programme des films. Enfin voilà. Et donc l'association se réunit une fois par mois. Oui. Pour à la fois choisir des films. Alors c'est 15 séances par semaine. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est aussi organiser des événements autour des films. Oui. Et justement, j'ai vu sur le site, il y a beaucoup d'événements. Oui. Est-ce que tu peux nous en citer certains que là, tu as envie de mettre en avant? Oui, là, je vais faire un peu de pub. C'est le moment de la pub. Oui, là, on passe mardi prochain un film formidable qui s'appelle Laurent dans le vent. Et on accueille un de ses 3 réalisateurs qui s'appelle Léo Couture. Et en fait, ils sortent de la cinéfabrique. Donc, c'est hyper intéressant. C'est tout ce petit jeune cinéma français, ce renouveau un peu sympa. Et puis, en plus, qui nous questionne beaucoup sur la solitude. Enfin, voilà. Donc, on l'accueille là mardi prochain. Il va venir nous parler de son film, moi, que je trouve super, qui est l'histoire d'un type très seul qui arrive dans une station hors saison. Et hors saison, c'est mort, comme dans toutes les stations. Mais il arrive à trouver quelques personnes, elles aussi seules. Et du coup, à eux seuls, ils arrivent à créer un monde qui n'est plus de la solitude, mais de l'entraide. Et c'est très beau. Puis on est toujours dans des personnages un peu sur le fil, assez fragiles psychologiquement, mais hyper tendres, très sensibles. Et enfin voilà. Donc il y a ça. Et puis on accueille aussi une réalisatrice de 80 ans, la mardi prochain, le 30 septembre, donc encore après. Une réalisatrice libanaise qui s'appelle Anis Rour, qui a sorti un film dans les années 70 qui s'appelle Leila et les loups, qui n'a jamais été montré en France, et là qui est ressorti récemment, qui était au Festival Lumière et que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, qui a un propos assez dingue sur les femmes, la religion, dans les années 70. Enfin, c'est un film très féministe et du coup... comme elle était au Festival Lumière, elle a eu bien envie de venir à Cluses. Voilà, donc c'est souvent ça, quoi. Voilà, on accueille qui on peut. On prend tout. Voilà. Dès que c'est un truc intéressant, allez hop. Nous pareil. Ouais, je pense bien. J'ai vu qu'il y avait aussi des conversations presque cinéphiles. Oui. En fait, ça c'est exactement ce que je viens de dire. C'est ça, les conversations presque cinéphiles. C'est-à-dire qu'on a mis ce rendez-vous en place, je crois que c'était il y a 4 ans. En fait, moi, je me suis dit, il faut qu'on crée un rendez-vous. Parce que à l'époque où on était aux Allobroges, on avait des séances le lundi et le mardi soir. C'était facile, c'était clair, c'était net. Donc, on savait qu'on a des gens qui venaient le lundi soir et le mardi soir.
quand on est arrivé à Cluses et qu'on a eu plein de séances, en fait, tout le monde s'est éparpillé dans toutes les séances. Donc, on perdait un petit peu nos spectateurs. C'est-à-dire que on n'arrivait plus le mardi soir, on disait « Ah, salut, tu vas bien, t'as passé un bon week-end ?» Enfin, voilà, on se perdait. Et donc, on a décidé de se retrouver. Et du coup, pour se retrouver, je me suis dit « Il faut qu'on crée un rendez-vous. Ça sera le mardi soir, à 18h30. On va essayer de faire un one-shot, un film qu'on va pas projeter autrement, c'est cette fois-là ou jamais. Et on va essayer de... J'aime pas ce mot, mais c'est événementialiser. J'aime pas trop ce mot, je sais pas trop comment dire. D'apporter autre chose au film. Voilà. Et on a appelé ça conversation presque cinéphile. Parce que moi, j'avais l'ambition à l'époque, bon, là, elle a un peu redescendu, mais elle va peut-être revenir, c'était vraiment d'avoir une vraie discussion sur le film à la fin de la séance, et en fait, d'inviter tout le monde à s'exprimer. Et en invitant tout le monde à s'exprimer sur le film, l'idée, c'était, on va apprendre du vocabulaire, on va apprendre comment dire les choses, on va apprendre à nommer des plans, on va apprendre un peu le vocabulaire du cinéma tous ensemble, et de dire qu'on peut tous en fait avoir une discussion de cinéma et en apprenant tous ensemble. C'est un peu ça le truc. Mais cette discussion, elle a lieu parce que moi, quand je suis venu elle a eu lieu. Léos Carax, des fois, elle a lieu. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, elle a lieu autour d'un repas, donc ce qui rend les choses encore plus sympathiques, je trouve. Oui. Alors, elle est déjà dans la salle après le film. Peu dans la salle, et puis après, c'est vrai qu'on aime bien aller boire un coup et manger un bout. Et puis là, les langues se délient parce que c'est impressionnant une salle de cinéma. Et parfois, il y a des gens qui osent pas lever la main pour dire les choses. Et du coup, nous, en fait, le truc, c'est qu'après, on peut discuter. Et voilà, donc les bénévoles préparent à manger, on paye toujours un coup à boire. Et c'est là souvent qu'on chope les gens. Hein. Ils viennent pour la première fois, donc ils n'osent pas trop rester. On va les chercher, on leur dit mais si, venez, vous avez rien à porter à manger, c'est pas grave, c'est normal. Venez boire un coup et puis voilà. J'ai vu aussi les vendredis Insomnie. Ah oui. Ouais. Oh, ça c'est génial. Ça, ouais. Mais là, du coup, vous attirez un public peut-être plus jeune. Je sais pas. Et on attire, alors pas forcément plus jeune, mais on attire un public qui ne vient qu'au vendredi Insomnie. Ah oui, c'est marrant. Hein. Et d'ailleurs, grâce au vendredi Insomnie, on a chopé aussi des bénévoles qui sont au conseil d'administration de Ciné-Étoile. Hein, c'est très drôle, mais qui viennent qu'au vendredi Insomnie. Donc c'est marrant. C'est intéressant. Voilà. Donc bon, les vendredis Insomnie, c'est tous les derniers vendredis du mois. Séance à 22h d'un film de genre, film d'horreur. Enfin, là, on se fait vraiment plaisir. Et puis, on présente le film. Après, on fait un quiz. On fait gagner un t-shirt du film, des cadeaux, des places de ciné. Et après, on mange la soupe à l'oignon dans le hall. D'accord. Et on boit un coup comme d'habitude. Bref, là, ça se finit très tard. En général, à 3 et 4 heures du mat, c'est assez rigolo. C'est juste un prétexte pour boire un coup. Absolument. Mais tout est prétexte à boire un coup chez nous. Faut le savoir. On aime beaucoup boire. Ce qui est bien, c'est que vous avez un bel espace d'accueil. Tout à fait. C'est ça aussi qui permet ça. Absolument. Et ça, vraiment, avec Philippe, quand il en est venu à parler de la construction même du bâtiment, on a tout de suite dit il faut qu'on ait un endroit pour se réunir. Et là, il a mis des grandes tables, des grands bancs, et on a une espèce d'assemblée. Là, c'est génial, quoi. Mais c'est vrai que c'est très important, ça. Alors, pour continuer avec les animations, il y en a une aussi qui m'a attiré, c'est le film Coup de cœur surprise. Ah oui. Mais comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que les gens, savent pas ce qu'ils vont voir, mais du coup, les gens viennent quand même. Ils ne font confiance. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'ils vont plus me faire confiance longtemps, mais pour l'instant, ça marche encore. Ça, c'est l'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas art et essai, dont on est adhérent. Qui font vraiment un travail excellent au niveau de l'art essai. Et du coup, ils ont mis en place ce coup de cœur surprise. En fait, chaque mois, ils nous proposent 4 avant-premières et nous, on choisit un film et voilà. Et donc, ils viennent sans savoir ce qu'ils vont voir. Petite question sur le coup de cœur surprise. Oui. Qu'est-ce qui se passe si... par surprise, le spectateur se rend compte qu'il a déjà vu le film et que du coup il a plus trop envie de revenir. Non, c'est impossible parce que c'est des avant-premières. Donc en fait, ils les ont pas vus. Ils sont pas sortis au cinéma, les films. C'est aussi pour ça qu'ils viennent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont voir quelque chose qu'ils n'ont pas vu, bien sûr. Voilà. Et oui, là, j'insiste évidemment énormément là-dessus. Je dis, vous soyez sûr, à moins que vous soyez exploitant programmateur de cinéma, vous n'avez pas pu voir ce film ailleurs. Donc c'est vraiment une exclusivité, c'est une avant-première pour de vrai. Je pensais que ça pouvait être des films qui sont sortis il y a 10 ans, 15 ans. Ah non, c'est vraiment 4 films qui vont sortir là, ou 3 parfois, ça dépend ce qu'ils nous proposent. Et puis après, c'est à moi de faire le choix, soit de l'audace, ou soit du classicisme, pour les rassurer un peu, ça dépend, c'est marrant. D'accord. Tu fais également partie du conseil d'administration du GNCR, j'ai vu, donc Groupement National des Cinémas de Recherche. Et cette année, au Festival de Cannes, tu as participé à une table ronde de l'ACID. Alors l'ACID, c'est l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Et le thème, c'était « Qui a peur du cinéma de recherche ?» Alors j'aurais presque envie de, là, comme on est plusieurs impliqués dans le cinéma, de rouvrir un peu cette table ronde et avec une question simple. Donc, puisque le cinéma de recherche et du cinéma art et essai en général fait peur, quelles seraient pour vous les stratégies pour recréer du lien
entre le public et les films. Pour recréer du lien, je pense qu'il faudrait que, comme à une époque, il y ait une certaine, on va dire, confiance du public dans la programmation qu'on va proposer. Et c'est vrai que moi, je me souviens, il y a encore quelques années, je mets toujours une période de pré-Covid et post-Covid. Et effectivement, la période pré-Covid, il y avait, je trouvais qu'il y avait une sorte de cinéphilie qui était issue d'ailleurs de bien des années précédentes, mais il y avait un certain nombre des spectateurs qui venaient aussi au cinéma en disant « Oh, je ne sais pas ce que je viens voir ce soir, mais je sais que de toute façon, je vais être surpris ou en tout cas, le film va m'interpeller, etc. » Donc, effectivement, j'ai l'impression que ça s'est perdu un petit peu, ce côté je vais voir quelque chose sans savoir ce que je vais voir. Et aujourd'hui, je sais sais pas comment ramener vraiment la curiosité des spectateurs justement sur ces films. Alors, qui ont un label recherche, c'est-à-dire il y a une démarche cinématographique qui est un peu particulière, il y a une narration qui est sans doute particulière, qui peut être un peu déstabilisante par rapport à la narration habituelle des films, on va dire, mainstream. Et justement, voilà, comme il y a cette incertitude sur du spectateur, sur est-ce que finalement, est-ce que je vais être intéressé par le film, tout ça, il y a souvent de dire, oh, non, finalement, j'y vais pas, tout ça. Et alors, je sais pas ce que tu penses de ça. Alors, il y a encore, je pense, un public aujourd'hui qui est curieux, de ce type de film, mais par contre, il est moindre, en tout cas, qu'à une époque. Ouais, je sais pas s'il est moindre ou si... je sais pas. Moi, en tout cas, ma stratégie à Cinétoile, c'est d'aller les chercher un par un. Donc, on va les chercher un par un, quoi. Voilà, on défend le bout de gras. Et puis, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire, moi, ces films-là, je les ai vus. Donc, c'est pour ça que j'en ai plus peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est un label, recherche et découverte. C'est sûr qu'en plus, recherche, moi je leur ai dit au groupement national, je dis mais peut-être qu'il faudrait changer de mot. Le mot recherche, attends, tout le monde, moi ça fait partie de l'universitaire, quoi. Enfin, quand on est dans la recherche, c'est-à-dire qu'on est en perpétuel. Je dis quand même, c'est un mot qui impressionne, je pense, les spectateurs. Quoi. Encore un film recherche, on va encore devoir réfléchir. Alors qu'en vrai, non, pas vraiment, pas tout le temps. Enfin voilà, ça dépend. Ça dépend. Et nous, donc moi, je fais partie du. C'est pas une insulte de réfléchir, ça fait du bien, mais si tu veux, je pense qu'on n'est pas obligé de leur dire venez pour réfléchir. En fait, les gens ils réfléchissent bien tout seuls. Enfin, je veux dire, je veux pas que ça leur fasse peur. Oui, bien sûr qu'on peut réfléchir, mais on n'est pas obligé de dire venez, on va réfléchir. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise venez, on va réfléchir. Moi, j'ai envie qu'on me dise venez, vous allez découvrir un film incroyable, surprenant que vous n'avez jamais vu ailleurs. On va pouvoir en discuter après. Vous n'allez pas pouvoir le voir ailleurs aussi. Ça, c'est vraiment un truc. Bon. C'est ce que j'allais dire justement. Enfin, je suis pas forcément d'accord par rapport au fait que la cinéphilie s'est amoindrie parce que en fait, c'est reporté sur les plateformes. Et moi, le premier, je veux dire, maintenant, enfin, j'étais suite à ce que tu disais, Covid, je me suis habitué à voir certaines plateformes comme Arte, qui propose des films super intéressants. Et des fois, j'ai un peu de scrupule. Je me dis, tiens, je vais rattraper un film que j'ai loupé et je vais le regarder sur Arte. Et c'est une séance en moins quelque part que j'aurais fait au cinéma. Donc, cette abondance de plateformes, ça a quand même. Ouais, non, mais ça, je te suis effectivement par rapport au déplacement du public vers peut-être d'autres manières de voir les films. C'est tout à fait vrai. Est-ce que le lien aussi, c'est, comme tu disais, Bérangère, ce lien avec la salle, quoi, que pour les gens aient envie non seulement de voir un film, mais aussi de rencontrer d'autres personnes. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu dans nos sociétés un peu... on le disait. Il nous manque une Michel Lanuzel qui faisait ses ciné-cafés, on pense très fort à elle. Ouais, exactement. Voilà, de par le film, amener la rencontre d'autres personnes, et c'est ce que tu fais avec ces rencontres presque cinéphiles et tous ces événements. Oui. Il y a des gens qui viennent et qui n'ont rien à foutre du film, faut le dire. Ils viennent juste parce qu'ils savent très bien qu'après, il y a un petit coup à boire et à manger. Et puis en plus, ils voient un film, donc en plus quand même, ils en sortent. Mais il y en a vraiment, c'est parce nous on a des groupes, on a plusieurs groupes sur WhatsApp, je pense comme dans beaucoup de cinéma. Un groupe qui s'appelle Pellicule et Tire-Bouchon, ça veut dire ce que ça veut dire. Où vraiment, c'est qui sera là ce soir pour boire un coup, moi j'amène la bière, moi j'amène ci, voilà. Et puis éventuellement on va regarder un film. Donc
Ouais, je sais que ça correspond peut-être pas à notre idéal de programmateur ou de programmatrice, mais en tout cas, c'est effectivement là où on parle de créer du lien, c'est-à-dire que c'est important pour certaines personnes effectivement de se retrouver et que le cinéma fait encore partie d'un de ces rares lieux où on peut être ensemble. Ouais. Au même endroit. Dernièrement, pas plus tard que ce week-end, j'étais à l'ouverture de saison du cinéma Le Renoir à Roanne. Et j'ai rencontré Jonathan qui est super dynamique, qui propose plein de choses intéressantes. Et effectivement, par rapport à cet événement d'ouverture de saison où il a présenté les bandes annonces des films à venir, il y a eu, on a bu un coup, on a pu discuter. Et ça, il me disait, les gens qui aiment le cinéma aiment aussi et surtout le fait d'en discuter après, de pouvoir. Et c'est quoi de mieux qu'un cinéma pour le faire, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on trouvait pas ce temps. C'était longtemps une frustration à Cinétoile. On avait tenté de faire ça dans des cafés, puis ça prenait pas parce qu'il y avait un peu de bruit et puis que voilà. Mais on voulait se voir pour parler de ce qu'on avait vu dans le mois parce qu'en fait on n'arrivait pas à avoir ce temps et que c'était moi quand je vois un film j'ai envie de partager, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de savoir ce que les autres en ont pensé, j'ai envie de changer d'idée, j'ai envie de changer de point de vue, j'ai envie que ça évolue. Et on n'y arrivait plus. Donc c'est vrai que là, ces conversations presque cinéphiles, moi, c'est ce que je dis quand je présente les films. Je dis, on se retrouve après et pour parler d'autres films qu'on a vus. C'est-à-dire qu'effectivement, on va parler du film qu'on vient de voir et puis j'aime bien parce qu'après, ça dérive tout doucement. Et toi, tu l'as vu, celui-là, puis toi, tu l'as... Voilà. Et c'est très bien. Et du coup, ça permet effectivement ce temps-là de s'en parler, quoi. Pas que ça reste coincé. Ok, merci en tout cas pour cet échange. Le temps passe vite, donc on va passer à la partie respiration musicale pour revenir vers toi avec Johan sur les 5 dernières questions. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but nobody can give you the power to rise over love, over hate, through this silent sky that's fast becoming our minds, over fear and into freedom. All that life left dripping down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to define a cold society from which we'll rise and over love, and over hate, through this silent sky that's fast
hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all unite. And we'll rise over love, over hate, through the science sky that's fast becoming our mind, over fear, and into freedom, into freedom, from which we'll rise over love, over hate, through the science sky that's fast becoming our mind, over fear, and into freedom, freedom, from which we'll rise over love, over hate, through the silent sky that's fast becoming our mind, over fear, and the freedom, freedom, freedom. Rain on me, rain on me. Vous venez d'écouter Paolo Nutini avec son titre Iron Sky, tiré de son album de 2014, Caustic Love. Pour la petite histoire, Paolo Nutini, qui, comme son nom l'indique, est Suisse, écossais, a écrit ce titre au moment du Brexit, alors que le gouvernement de Londres usait d'intimidation envers les citoyens pour les pousser à commettre la plus grosse bêtise de leur histoire récente. Et pourtant, il y avait compète, ils ont quand même la famille royale. D'ailleurs, ça a tellement marché que l'Irlande du Nord et l'Écosse ont été les seuls à résister, et après on s'étonnera que je sois à l'offre de ces pays. Dernière petite précision, et après je vous embête plus. Vous aurez noté la partie parlée au milieu du titre, qui est de Charlie Chaplin, avec un discours fort, tiré du Dictateur, vous l'avez vu. Un discours enjoignant à la paix et l'unité, qui est plus que jamais d'actualité. Oui, Florent, puisqu'on parle de musique, j'avais envie de poser une question à Bérangère. Je sais qu'elle est aussi bénévole à la musique en stock. Et juste savoir qu'est-ce que c'est être bénévole en musique en stock, en quoi ça consiste, et puis comment on fait pour y être. Alors ça consiste à beaucoup picoler, hein, tu y penses bien? Non, je rigole. Ah, décidément, il y a une constante chez Bérangère. J'arrête, tout le monde va dire, ah, putain, mais alors celle-ci, c'est pas possible, elle fait que boire, c'est un peu vrai. Non, musique en stock, moi je suis bénévole depuis le tout début. Ah ouais. J'avais 14 ans, je crois, à l'époque, le premier musique en stock à Cluse, bref, et au début, nous ont foutus au bar VIP, ils savaient pas trop quoi faire de nous, on était des gamines, moi j'étais toujours avec ma super copine Marion, et puis là, vraiment, on a un poste important depuis quelques années, je suis à l'accueil des artistes, comme on dit, au catering. Donc bon, c'est très sympa, évidemment, hein. On accueille tous les artistes, on les emmène en loge, on leur lave leurs serviettes, on leur fait des gâteaux, on fait des trucs un peu rigolos, quoi, toute la journée. D'accord. Voilà. Donc ouais. C'est ça. Tu vois plein d'artistes. Oui, ouais, je vois tous les artistes, les chiants, les moins chiants. Du coup, c'est très sympa. Ouais. Et là, on refonte l'association Macadam qui est derrière tout ça, en fait, la musique en stock. On a conseil d'administration là ce dimanche justement, et on va un petit peu redonner un peu de peps à cette association de musique pour faire, en fait, je pense, d'autres projets sur Cluse et alentours.
et pour faire repartir la musique, vraiment, qui manque du coup cruellement, nous, dans la vallée de l'Arve, en fait. Il y a l'atelier qui fait quand même beaucoup de concerts, mais je dirais qu'au niveau du rock, du blues, il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, nous, on va essayer un peu de remettre un peu de feu là-dedans. Voilà. Merci. De rien. Il est l'heure du tir au pigeon. Bon, vous vous souvenez un peu du contexte, même si on l'a un peu zappé ces derniers mois, avec nos débriefs de Cannes, puis du Festival d'animation d'Annecy. On va faire un tour de table, chacun va dire son coup de cœur, son coup de gueule, et on commence avec notre invitée Bérangère. Coup de cœur, c'est un film d'animation qui vient bientôt sortir sur vos écrans, qui s'appelle Arco, qui a eu le Cristal au Festival d'animation d'Annecy, réalisé par Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu qui est pour moi un ponte de la bande dessinée, qui officie aussi dans Métal Hurlant. Enfin bref, j'ai découvert le film La rencontre jeune public à Saint-Étienne et c'est une pépite. Et en plus, c'est un film, alléluia, plein d'espoir. Mais vraiment plein d'espoir, qui donne peut-être des solutions sur ce qu'on va devoir pouvoir faire dans les années qui arrivent, avec le réchauffement climatique, les guerres, enfin voilà. Enfin vraiment quelque chose, ouf, ça y est, ouvert, voilà. Purée, enfin, c'est pas noir ce qui nous attend et que peut-être on va trouver des solutions toutes et tous ensemble et ça fait du bien. C'est un joli film en effet, oui. Ah ouais, c'est très très bien. J'ai pas de coup de gueule, j'en ai souvent, mais là, je préfère finir sur Arco. Ouais. Alors, moi, c'est une expérience récente au ciné actuel, Eddington, de Ari Aster. Est-ce que vous connaissez un petit peu Ari Aster ? Ah oui, j'adore. Oui. Alors, Bérangère adore, j'ai plein de oui. Moi, j'adore aussi, ouais. Alors, j'aime bien parce que Ari Aster, moi, c'est probablement un réalisateur qui m'a traumatisé, qui m'a certainement le plus traumatisé, en fait. Mais vous adorez. Peut-être un petit mot sur pourquoi vous adorez. On adore le trauma. Ah, vous adorez le trauma ? Ah, voilà. Ok, donc c'est du bon trauma, quelque part. Ouais. Voilà. Moi, je mets un bémol quand même. Moi, j'ai aimé beaucoup Midsommar, mais sinon... Pour le reste, tu as vu Hérédité, je suppose. Oui, j'ai tout vu, mais c'est quand même longuet et ça me touche moins. Ouais, effectivement, il y a des films genre Boys Afraid, par exemple, qui fait un peu plus de 3 heures, je crois. Il faut quand même les endurer. Alors, je vais vous parler... Surtout le cabotinage de Joaquin Phoenix. Ah bah alors, ça, j'imagine que c'est assez... voilà, on peut discuter là-dessus. Quand tu rentres dans le personnage, il n'y a plus de cabotinage, quoi. Moi, j'étais dedans et j'ai adoré. on a un point de discorde ici. Mais bon, je vais faire un petit point sur Ari Aster. Alors d'abord, quelques informations sur le réalisateur Ari Aster. Donc, il est né à New York le 15 juillet 1986. D'après Wikipédia, et oui, j'ai fait mes recherches, il devient obsédé par les films d'horreur qu'il loue au vidéoclub durant l'adolescence. C'est souvent un truc d'ado, les films d'horreur. Et il se lance dans des études d'art à l'American Film Institute, dont il sort avec une maîtrise. Il se démarque avec son film de thèse intitulé The Strange Thing About the Johnsons, abordant la relation abusive, incestueuse d'un jeune garçon avec son père dans une famille de banlieue. Ça, c'est la version de court du synopsis. Alors, j'ai pas très bien compris si la relation abusive était du fils envers le père ou du père envers le fils. Je n'ai pas pu voir ce court-métrage, malheureusement, mais j'ai hâte de le découvrir si jamais j'en ai l'occasion. Et il se trouve que ce court-métrage de 29 minutes a été publié en ligne au moment où il l'a fini. Et en fait, il a été viral pendant le temps où il était en ligne, dû à son thème controversé. Ensuite, Ari Aster a pu collaborer avec les distributeurs A24. Peut-être que Pascal a un mot à dire sur A24 ou Bérangère. Parce que c'est pas des distributeurs, donc on s'en fout. Ah, c'est pas des c'est producteurs. C'est pas des producteurs. Donc on n'a pas affaire avec les producteurs. D'accord. C'est vrai que les distributeurs, vous leur demandez simplement d'avoir l'accès au film, en fait. Copie, voilà. Bon, il se trouve que A24, alors peut-être que c'est aussi une société de production et que c'est moi qui ai mal compris, mais en fait ils font un certain type de film. Oui. C'est des films un peu étranges, mais toujours avec une esthétique en fait un peu plus moderne. Voilà, même si on peut avoir des références à des films de genre des années 80, 70-80, il y a vraiment une sorte de renouveau avec les films A24. Et c'est tellement étrange qu'ils font tourner même Nicolas Cage bientôt, parfois. Donc, oui. D'accord. Bientôt, tu disais Non, il y a eu un film dernièrement. Ouais. C'est quoi, c'est Renfield ?
Aussi, ouais, mais il y avait... le nom m'échappe évidemment. Ouais, là, je vois pas malheureusement. Long Legs, c'était pas Long Legs. Merci. Ok. Ouais, Nicolas Cage, qui est pas mort, et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on l'aime bien cet acteur, même s'il a une carrière un peu chaotique. Mais ouais, on pourrait dédier une émission à Nicolas Cage. Il revient dans le surfeur, là, attention. Ouais. D'accord. Oui. Qui était à Cannes l'année dernière et qui est toujours pas sorti. Hein. Ah. Ouais, c'était 2024. Ah ouais. Voilà, petite parenthèse sur Nicolas Cage, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Alors, il se trouve que pour sa collaboration avec A24, on a déjà évoqué tout à l'heure Hérédité, Midsommar, Boys Afraid, donc qui sont ses derniers films, hein. Hérédité en 2018, Midsommar en 2019 et Boys Afraid en 2023. Hérédité, c'est une famille qui est en proie à des phénomènes étranges qui vont mener à la disparition un à un de chaque membre. L'atmosphère est grise, sombre, étrange et la menace plane constamment. Et puis l'horreur survient, bien plus horrible que dans nos pires cauchemars. Moi, ce film, il m'a vraiment traumatisé pour une scène. Et je me permets de spoiler un petit peu, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre, mais c'est une scène de possession en particulier. Vraiment, je pensais pas qu'on puisse imaginer ça. Donc le fait de le voir, j'étais vraiment collé sur mon siège, les yeux grands ouverts, j'arrivais plus à cligner les yeux. Donc j'essaye de moins en moins penser à ce film, j'essaie de l'oublier petit à petit. Peut-être que je le reverrai un jour quand même pour endurer tout simplement ma capacité à être traumatisé. Parce qu'il faut revoir les choses quand même. Blue Velvet de Lynch m'avait aussi traumatisé, mais il a fallu que je le revoie un moment dans ma vie. Bon, je l'ai fait et puis on s'habitue en quelque sorte. Ce qui est une très mauvaise chose d'ailleurs, hein, parce que je me demande s'il n'y a pas aussi, il me semble, dans le cinéma où on cherche toujours à aller plus loin parce que en fait on travaille le regard du spectateur qui a déjà été travaillé par le passé. En fait il faut lui donner quelque chose de plus à chaque fois, repousser les limites un peu plus loin, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et il se trouve que dans Midsommar, si on pouvait aller plus loin, alors il le fait de manière très différente, hein. C'est tout l'inverse, si je puis dire, une ambiance à la fois blanche et colorée, des paysages naturels magnifiques, une ambiance décontractée, un voyage, de la drogue, voilà, tout se passe bien. Et puis finalement, l'horreur qui se niche en profondeur. Une secte est à l'œuvre, un peu comme dans Hérédité, mais dans Hérédité, elle est plus discrète, plus cachée. Et dans Midsommar, le fantastique côtoie l'horreur sociale, celle directement établie par les humains eux-mêmes. Ce sont nous les monstres, en fait, dans les films de Ari Aster. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est du fantastique où on peut voir des choses monstrueuses, des éléments peut-être qui viennent du côté démoniaque, des fantômes. Mais en fait, c'est surtout les humains qui sont monstrueux dans leur âme, même dans leur comportement. Et il se trouve que dans Boys Afraid, c'est une aventure totalement hallucinée entre rêve et maladie psychiatrique, retraçant la vie de Beau, interprété par Joaquin Phoenix, qui est à la recherche de sa place dans le monde. En tout cas, c'est ma vision du film. Entre amour, relation à sa mère, à son père absent, sa propre vision de lui-même en tant qu'homme et père non accompli, puisqu'il fantasme le fait de devenir père, la confrontation de ses péchés à la fin de sa vie dans un décor biblique ou mythologique, hein, l'interprétation est assez libre. On a quand même un film qui nous embarque et qui jamais en fait nous permet vraiment de réfléchir. Pourtant, il faudrait s'arrêter parfois un peu dans les films de Ari Aster et se dire là j'ai vu quelque chose, mais en fait c'est trop tard, c'est passé, on est déjà passé à autre chose. Et ça marche un peu comme ça aussi dans Eddington. Alors Eddington 2025, donc, qui est sorti très récemment. J'espère que vous aurez encore la possibilité de le voir. Eddington est un film qui se rapproche déjà beaucoup plus du réel, du quotidien, avec beaucoup d'éléments de notre époque, des faits historiques, des faits divers, Internet, les réseaux sociaux. Eddington, ça se passe en avril 2020, pendant la période de pandémie de Covid, hein, si vous vous souvenez, c'était il y a 5 ans, et ça a duré 2 ans, donc on est sorti il y a moins de 3 ans. Ça s'ouvre sur la marche et le discours frénétique d'un sans-abri délirant, avant un plan panoramique sur la ville. Donc dès le début, il nous met en fait face à quelque chose qu'on ne peut pas saisir. En fait, on ne comprend pas qui on suit, où on est, de quoi il parle. On a un discours qui est vraiment délirant. Donc lui qui aime bien jouer sur l'étrangeté, il nous met dès le début face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne pourrais pas là vous ressortir le discours de Lodge, donc il s'appelle ce sans-abri. Et on va le retrouver plus tard dans le film, hein, heureusement. Il a une présence dans le film, ce sans-abri, il a une vraie importance. Alors, le film est centré sur le shérif de la ville, dont j'ai oublié le nom,
qui s'appelle Joaquin Phoenix, qui est interprété par Joaquin Phoenix. Et il se trouve qu'il est appelé par le maire qui tient son conseil municipal dans un bar et qui est embêté par le fameux sans-abri. Donc le shérif vient s'en occuper. Il se trouve que ce shérif, il a un différend avec le maire qui est lié au passé de sa femme qui semble malade psychiatriquement. Donc on a vraiment des choses très bizarres, hein. En tout cas, le shérif qui est un représentant des forces de l'ordre et le maire qui est un représentant de l'ordre établi sont en confrontation. Jusque-là, il n'y a rien d'étrange. Et pourtant, le film va partir dans un délire. Oui, Martial, vous l'avez vu autour de la table ? Non, alors pas Pascal, mais je comprends vos rires parce qu'en fait... comment est-ce que dans un décor états-unien, américain, je crois qu'on est au Nouveau-Mexique, donc pas loin d'Albuquerque, Albuquerque en anglais, il arrive en fait à introduire des éléments un peu fantastiques, totalement, limite absurdes en fait. Mais rien d'impossible, c'est ça qui est bizarre. C'est vraiment un film qui va vous laisser stupéfait, je pense. Donc moi, c'est un de mes coups de cœur, évidemment, mais toujours à la fin du film, on se dit mais qu'est-ce que j'ai vu en fait ? On est toujours un peu dans la compréhension et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu 2-3 fois. Alors je termine quand même sur ce que je peux quand même extraire du film. Le film, c'est un condensé de l'ambiance politique et sociale aux États-Unis lors de cette période mouvementée avec les mesures sanitaires, le décès de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Il y a des extraits de Donald Trump qui parlent sur les réseaux sociaux. Ça montre un peu le chaos, en fait, le chaos ambiant de ce que vivent les gens. Et puis, dans ce chaos, on fait comme on peut, quelque part, avec quand même les ambitions du shérif qui vont le mener à faire certaines choses. Voilà, on a une mise en scène, je trouve, incroyablement fluide. Un jeu que, personnellement, je trouve parfait, parce qu'en fait, pour jouer ça, je comprends pas comment les acteurs sont dirigés, mais je trouve que ça marche parfaitement, avec une mise en scène, en plus, qui souligne ce jeu, qui met vraiment en valeur ce jeu des acteurs, et qui en permet la pleine expression, et des situations stupéfiantes, limite absurdes, ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc je suis admiratif, quand même. Et pour mon coup de cœur, je ne vais pas vous parler de l'expo de peinture de ce grand artiste belge qui se passera à Sotheby's à Paris en octobre, mais au cas où vous seriez quand même tenté, je vous conseille d'aller aux séances nocturnes. Ainsi, vous pourrez vous exclamer « C'est beau, Magritte, la nuit ». Mais je vais vous parler en quelques mots rapides d'un petit film japonais qui s'appelle Exit 8 de Genki Kawamura. Et pourtant, c'est un doux euphémisme de dire que je n'étais pas dans les conditions idoines pour l'apprécier. Et d'ailleurs, il a beaucoup grandi après le visionnage. Ça raconte plusieurs histoires, d'ailleurs, de personnes perdues dans les couloirs du métro. Et c'est un film malin, à la réalisation faussement minimaliste, vendu à tort comme un film d'horreur. On a l'habitude de tout mettre dans le même panier, dans les petites cases en ce moment. Et même si vous en venez quand même à flipper parfois avec les protagonistes, c'est une sorte de boucle temporelle entre Un jour sans fin et Edge of Tomorrow qui joue avec les codes et vous implique à tel point que vous finissez par vous identifier totalement avec le personnage et déambuler alors dans son labyrinthe sans sortie. Ça donne envie. Et c'est tiré d'un jeu vidéo. Vous pouvez aller chercher et essayer d'y jouer si vous voulez peut-être une expérience un peu similaire au film. Moi, je voulais dire un mot d'un film que j'ai vu au début de l'été, là, donc Life of Chuck, du réalisateur américain Mike Flanagan. C'est un film que j'ai trouvé, qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Alors déjà, ce qui est assez intriguant, c'est le parti pris du distributeur de donner très peu d'informations sur le film. Si vous allez voir sur Allociné, le résumé du film, c'est la vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres. Merci Chuck. Et c'est tout. Et effectivement, la bande-annonce non plus ne dévoile pas trop du film. Et ça, je trouve que c'est assez malin à une époque où, justement, les bandes-annonces, des fois, racontent une grande partie du film. Donc, effectivement, la vie de ce Chuck en 3 parties. Donc, on commence par une première partie, justement, avec une atmosphère un peu de fin du monde. On a quand même un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe. Et en même temps, il y a des choses assez intéressantes, justement, sur qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus d'internet, si le courant venait à être coupé ou s'il y avait différentes catastrophes climatiques qui se passaient. Donc cette partie est importante. Dans la deuxième partie, on suit le personnage de Chuck, qui est un banquier, un employé de banque, et puis on va
on va avoir, enfin il va y avoir une scène que je vous dévoile pas, mais justement qui est assez extraordinaire et assez réjouissante dans le film. Et dans la troisième partie, on revient à l'enfance de Chuck, et là, petit à petit, donc on va rencontrer des personnages et on va suivre un tas d'événements qui vont nous permettre justement de comprendre ce qu'on n'aurait pas saisi, enfin les éléments qu'on n'aurait pas saisis dans les parties précédentes. Et je trouve vraiment que c'est un film qui est assez malin. Donc alors, comme ça, il est vendu comme une adaptation de Stephen King. Alors effectivement, donc c'est l'adaptation d'un court roman qui s'appelle La vie de Chuck, qui a été publié dans un recueil intitulé Si ça saigne, donc avec justement une nouvelle qui s'appelle Si ça saigne, une nouvelle rat comme l'animal, et puis le téléphone de monsieur Harrigan. Donc ces 4 nouvelles sont publiées dans ce recueil, et je trouve que vraiment ce film a quelque chose de frais, d'étonnant, et j'ai vraiment apprécié justement cette démarche du distributeur de pas trop nous dévoiler du film avant sa sortie. Alors moi, mon coup de cœur de rentrée, c'est Sirat, du réalisateur franco-espagnol Oliver Lax, qui a eu le prix du jury donc à Cannes. Alors le synopsis, c'est au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Cela va les conduire vers un groupe de toughers de rêve party en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Alors, Sirat, en fait, déjà sur la forme, c'est un choc sensoriel. C'est-à-dire qu'au niveau des images, c'est vrai que le désert s'y prête souvent, mais est très cinégénique. Hein. Donc, ces images sont impressionnantes. La bande-son, et la musique, si on se laisse vraiment glisser, on ressent physiquement les effets de cette transe musicale. Et puis, il y a les acteurs qui, pour la plupart, sont non professionnels, et en particulier les toughers, ce qui amène une authenticité et qui accentue la sensation de perte de repère, en fait. À part Sergi Lopez, on connaît aucun des protagonistes, aucun des acteurs. Alors je trouve que moi, personnellement, ce film se rapproche du cinéma de Bruno Dumont. Bon, on retrouve les acteurs non professionnels, la beauté des plans. Et puis aussi, il y a un message qui est derrière ce film qui est très philosophique, voire mystique. C'est vrai que Dumont, on connaît son goût pour le sacré. Et Sirat, donc, au-delà de sa forme qui est impeccable, c'est surtout pour moi une fable philosophique sur notre condition humaine, une métaphore de ce qu'on vit. On pourrait dire que dans ce monde chaotique, nous sommes tous ces toughers perdus dans le désert. Et donc, dans le film, on perçoit l'humanité qui court à sa perte. On entend d'ailleurs, on a des échos qui sembleraient qu'il y a une 3e guerre mondiale qui est en train de se dérouler quelque part. Et le dernier beau geste que fait ce groupe d'humains, de toughers, c'est un geste à la fois désespéré et digne, c'est danser ensemble. Et pour moi, le symbole est fort et émouvant. Et moi, sur le moment, ça m'a évoqué un excellent titre du groupe Mauvais Sang. Le monde se soulève, on entend des milliers, silence avant la tempête, quand nous nous sommes calmés, quand nous nous sommes calmés. À l'abri caché dans des rêves, nous irons toujours. Danser sur le feu, à finir ensemble. Ouvrez grand nos yeux. Danser sur le feu, finir ensemble, finir en cendres. Donc ça s'appelle la danse du feu de Mauvais Sang. Alors on danse.
sorti mercredi dernier, au moment où on enregistre cette émission. Et ce qui est marrant, c'est que les spectateurs, une partie en tout cas des spectateurs, sont des spectateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, en partie qui auraient pu jouer dans le film. Et c'est vraiment impressionnant. Il y a au moins à chaque séance la moitié de la salle qui est avec un look un petit peu punk à chien, qui est assez des toughers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un film incroyable, en tout cas. Le film est très réussi. Il donne très envie. Et franchement, le Bruno Dumont se sent pas dans la bande-annonce, tu vois, ça m'étonne beaucoup, donc j'ai hâte de... moi je comprends ce que tu veux dire, Martial. Ouais. C'est-à-dire que la bande-annonce c'est très bien en fait, parce qu'elle dévoile pas trop. Non, mais on peut pas dévoiler un film pareil, c'est impossible, il faut aller le voir là, parce que ça se ressent, Voilà, okay. En tout cas, il a mis incroyable. Une claque à Cannes. C'est ça, je crois que c'est le slogan, l'argument de vente. Et puis pour la petite anecdote, Oliver Lacks, le réalisateur, il a vécu quelques années dans ce milieu-là. C'est-à-dire que l'habilleuse, qui s'appelle Nadia, c'est une teufeuse, elle a été en couple avec. Enfin, c'est tout un petit monde en fait, vraiment. Voilà. Donc c'est hyper sincère comme film. Hein. C'est l'endroit où il a vécu pendant quelques ans, les gens avec qui il est parti, danser dans les déserts. Bref, c'est une grosse claque. Et on enchaîne sur les coups de gueule. Est-ce que quelqu'un a un petit truc à dire ? Pas de coup de gueule, pour ma part. Il va falloir que je me dévoue alors. Allez. Parce que si je peux même en rajouter, en fait, j'ai vu pas mal de films ces derniers temps et c'était très bien tout. Touch, valeur sentimentale. Touch génial. Touch génial. Valeur sentimentale, très bien aussi, Joachim Trier. Alors, valeur sentimentale, je pourrais avoir un petit coup de gueule. Moi. Voilà. Je vais faire un petit coup de gueule improvisé. Sur valeur sentimentale, merci du rappel. Oui, moi c'est un film qui m'a laissé vachement dehors. Alors je suis triste parce que j'aime beaucoup Joachim Trier, mais je me rappelle que ce film-là, on l'a vu à un visio de la CRIRA après l'assemblée générale de notre association, bref, donc en avant-première, mais que ils ont eu la maladresse de mettre un court-métrage incroyable avant le film qui s'appelait Apnée. C'est super, moi j'étais en apnée vraiment pendant 5 minutes, et puis après on a valeur sentimentale. Et en fait, j'ai trouvé le film est tellement dérisoire par rapport à ce qu'on venait de voir, qui moi ne me racontait plus rien. Alors oui, un geste fort de cinéma, un truc un peu qui arrive comme ça avec ses gros sabots à la Bergman, où voilà, on est dans le méta, je suis fille d'eux, mais je n'aime pas mon père, mais on comprend pas pourquoi, et puis la maison, enfin je sais pas. Moi en fait, je me suis dit, allez, c'est beaucoup trop froid pour ce qui se passe en ce moment, et j'ai besoin d'un peu plus de chaleur, et on a besoin de Sirat en ce moment plus que de valeur sentimentale. Je trouve qu'il y a une belle relation entre, je suis désolé, j'ai pas le nom des personnages, donc je vais donner le nom des acteurs, Stellan Skarsgård et Elle Fanning. J'aime bien ce côté... ils n'étaient pas trop faits pour se rencontrer parce que c'est un peu deux mondes différents, deux mondes du cinéma différents. Et puis en plus, ça se passe, ça raconte quelque chose sur le cinéma quand même, j'ai l'impression. Donc voilà, peut-être que je m'imagine des choses aussi et que je fais dire au film quelque chose qu'il veut pas dire, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de beau, peut-être plus entre ces personnages-là que entre le père et la fille au final. Après, c'est pas d'une originalité folle. Non, effectivement. Bon. Mais c'est très beau, quoi. Oui, voilà. Quand tu dis beau, c'est beau, lisse, dans le sens beau. Ouais. Moi, je trouve. Ouais, effectivement. Ça va pas décoiffer. Il y a même des petits moments où je me disais, un peu long, je décroche, effectivement. Mais difficilement citer le film sans parler quand même de l'actrice qui est exceptionnelle. Une fois encore, Renate Reinsve, oui, j'aime beaucoup aussi cette femme. Elle avait joué dans le dernier film de Joachim Trier, non ? Oui, avec Julien 12 chapitres, qui était génial. Ah, d'accord. Alors, j'avais pas le même film en tête, donc ça veut dire que c'est pas Joachim Trier. Alors, tu l'as peut-être vu, tu sais, dans le film là que moi j'ai beaucoup aimé. Elle est à l'école, voilà. La convocation. La convocation, magnifique. Titre original qui était voilà, donc j'avais l'actrice. Très grand film. C'est intéressant ce que tu dis, Bérangère, par rapport à la perception du film, parce que là tu dis, effectivement, tu l'as vu après ce court-métrage qui était très fort, et nous souvent ce qu'on dit, c'est que il y a aussi le fait que quand quelqu'un va nous parler d'un film en disant c'est génial, c'est extraordinaire, tout à coup on s'imagine quelque chose, et souvent derrière il y a une déception ou une légère déception. Ah ouais, non, mais c'est... Et l'inverse est vrai aussi. Quand quelqu'un va descendre un film, tout ça, où on n'attend rien de ce film, et des fois on est agréablement c'est vrai. Et parfois déçu quand même. C'est beau. Et parfois aussi. Je profite juste avant qu'on passe vraiment dans les coups de gueule. Je cite Demon Slayer, que j'ai pu voir très récemment, puisqu'il y avait l'avant-première dimanche 14, et qui va sortir cette semaine. Alors c'est pas du tout dans
dans la filmographie qu'on évoque d'habitude ici, parce que Demon Slayer c'est tiré d'un manga en fait et d'une série animée. Et ils font des films pour introduire les nouvelles saisons à venir. Et franchement, je trouve que c'est quand même assez beau. Voilà, c'est des beaux personnages. C'est une belle animation aussi. C'est plus trop de votre âge, même si dans la salle il y avait quand même des gens de mon âge. Donc, ah bah merci. Non, mais c'est pas pour vous insulter, vous offenser. Hein. Bah, si mais, ça y est, c'est fait. non, mais c'est vraiment, c'est plutôt pour dire bon, vous avez peut-être passé l'âge des ce qu'on appelle les shonen, hein, les mangas pour adolescents, les shonen. C'est QFD, exactement. Mais en tout cas, Demon Slayer a explosé grâce au film d'animation et à la série animée. Et puis, je trouve que le dernier film confirme la qualité, donc c'est aussi à voir, même si scénaristiquement il y avait, je trouve, des choses un peu bizarres dans le découpage, mais 2h30 quand même. Et 2h30 le film, oui, parce qu'en fait c'est interdit au moins de 12 ans. Il va regrouper la moitié d'une saison. Mais alors c'est étonnant, mais moi j'ai vu des enfants de 9-10 ans, je crois, dans la salle, et je trouve que quand même c'est pas normal. On parle, c'est Demon Slayer, hein, le titre c'est assassin de démons, quoi. Ouais. Et ben c'est un peu ça. C'est donc on parle des pourfendeurs qui se battent contre des démons. Il y a du sang, il y a des décapitations. Ah oui, vraiment. Donc moi je me dis avant 13, 14, voire 15, je comprends pas. Mais il se trouve qu'on est dans une époque où les jeunes voient de plus en plus tôt des choses plus choquantes. À quand les cinémas spécialisés manga ? C'est peut-être la nouvelle niche, ça. Si on veut devenir riche, faudrait peut-être faire ça. Bah oui, mais alors quel public ? Parce que voilà, le débat serait un peu trop long. Hein, je voulais pas que ça dure aussi longtemps, mais quel public ? Florent, tu avais quelque chose à nous dire. Un coup de gueule. Moi, j'aime bien. C'est bien que vous ayez vu des belles choses, parce que moi, mon coup de gueule, il était au sujet de la pauvreté des sorties, des sorties que même les spectateurs rejettent d'ailleurs. Petit constat, entre mai et septembre, je vous livre une liste non exhaustive, pêle-mêle comme ça. Il y a eu les live action des dessins animés de Lilo et Stitch et Dragon. Il y a eu le spin-off de John Wick, Ballerina. Il y a eu le numéro 8 de Mission Impossible. Il y a eu le numéro 4 de Conjuring, Downton Abbey 3, Nobody 2, Freaky Friday de Bad Guys de Megan 2.0. 28 ans plus tard, Destination Finale 5 ou 6, ou on ne sait plus. Jurassic Park 49, les Schtroumpfs... Jurassic World. C'est World maintenant. Les Schtroumpfs 32 et même Exit 8. Ah oui, non, ça marche pas. Il y a eu les remakes de Superman, de Y a-t-il un flic pour la reine, tout ça, machin. Ah oui, La guerre des roses, le Karate Kid, Dracula, les 4 fantastiques. Souviens-toi l'été dernier. C'est bon, je continue ? Ouais, en fait, c'est beaucoup de créativité. On peut faire des choses. Ouais, non, et je parle même pas de ce qui arrive. Ouais. Si encore il y avait de la qualité. Mais non. Non. Remarque, quand je vois les films originaux, dans le sens scénario originaux, ça veut dire qu'ils ne rentrent pas dans les cases suscitées, ça donne du Marius et les gardiens de la cité phocéenne, du Comme des riches, du Y a pas de réseau, du Fils d'eux, ou même du Certains l'aiment chauve. Déjà, rien que le niveau des titres, vous avez compris. Certains l'aiment chauve. Chauve, voilà. Bold. Pas chaud, parce que on pourrait vite Certains l'aiment chauve. Tiens, je me demande si je vais pas me mettre à la mythiculture, moi. Non, faut pas déconner quand même. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que cet été, je me faisais exactement la même réflexion. Parce que, franchement, je suis allé voir Superman parce que le faussaire de film en a parlé plutôt positivement, et c'est quelqu'un que j'écoute. Mais honnêtement, tout le reste, là... Et tu as pas cité F1, je crois. Mais F1 c'est un film original techniquement. Oui, c'est pas une suite. Oui, voilà, du coup c'est pas F2. Voilà. Parce qu'il se trouve qu'en plus il est plutôt bien reçu par le public et aussi par la critique, je crois. Donc et j'aimerais bien le voir. Je parlais du manque d'originalité. Voilà, c'est ça. Le fait qu'on réchauffe, qu'on ressuscite. On n'est plus sur le passage de plat, on est carrément sur du. Mais truc faisandé. C'est marrant, c'est la même chose dans le jeu vidéo. Je trouve qu'on fait que de ressortir des anciennes licences, des remakes, des remasters. Enfin, remake à la limite, pourquoi pas, parce qu'on refait le jeu, mais remaster, c'est vraiment, on vous ressort le même jeu, c'est juste un peu amélioré graphiquement. Alors repayez une double dose si vous voulez y jouer dans de meilleures conditions. Et là ils nous ont pas fait ça pour les films, mais quoique c'est pas loin, franchement. Et bon, c'est dommage. Mais bon, heureusement pour cette rentrée, il y a le cinéma à réessai, parce qu'il y avait du cinéma à réessai cet été. On a continué à projeter des films de qualité. Je voulais vous le dire. En parlant de cinéma à réessai, Johan, tu avais quelques petites dernières questions à poser à Bérangère. Alors oui, Bérangère. 5 questions. Quels sont les 3 films qui t'ont le plus marqué ? Alors, il y a There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, Orange Mécanique, Stanley Kubrick et Podane, Jacques Demy. Bon, c'est très classique, mais quand même, ça marque. Et Podane, tu l'as vu très jeune. Podane, j'ai vu très jeune. Ouais. Ma grand-mère, quoi, n'importe quoi.
Je comprenais rien. Puis après, je l'ai revu, je me suis dit, mais c'est fantastique. Donc voilà, oui. J'ai vu très jeune. Le dernier film que tu as vu, on a peut-être eu la réponse déjà. Bah oui, les 3 derniers, c'était du coup Rencontre jeune public à Saint-Étienne. Donc du coup, j'ai vu Arco, bienvenue. Arco. J'ai vu Le Chant des forêts de Vincent Munier, qui va bientôt sortir, là, qui est un documentaire sur le tétralyre, les oiseaux, les renards, les écureuils, et la transmission. Et un magnifique programme de court-métrage qui s'appelle Première neige, voilà, qui parle des premiers émois avec la neige pour les tout petits à partir de 3 ans. C'est délicieux. Ok, très bien. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Oui. Il essaie de se rattraper. Si tu n'avais pas été programmatrice, qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais fait de la radio. Moi, je viens de découvrir là que j'aime beaucoup la radio. Et tu aurais parlé de cinéma à la radio Non, je sais pas. J'aurais peut-être été dans la musique. Bah oui. Ouais, dans la production, dans l'organisation de trucs, quoi. Ok. Couleur 3, t'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Sympa, des trucs comme ça et tout. Chouette boulot, ça, ouais. Un souvenir d'enfance, peut-être ? Alors, un souvenir d'enfance, c'est ma première sortie, évidemment, au cinéma, dont je m'en rappelle, quoi. Enfin, je pense m'en rappeler. J'adore, parce que ça se trouve, c'est nul, c'est pas du tout ça. Je suis allée voir La Belle et la Bête, donc de Disney, et c'était en 91, la sortie 92, donc j'avais 4 ans. Et c'était avec ma mère et ma grand-mère. Elles étaient venues me chercher un peu en secret dans la chambre, parce que j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, donc il fallait pas qu'elle voie, elle était toute petite, quoi. Que je me carapatais pour aller au cinoche. Et je me rappelle avoir pleuré au moment où la belle s'en va au chevet de son père malade et elle laisse la bête alors qu'il commence à devenir amoureux, et moi je pleurais, et je me rappelle que ma mère était complètement démunie, elle s'attendait pas du tout à cette réaction, j'étais très 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 triste, mais c'était très bien. Très bien, un très beau souvenir. Ouais. Question l'invité de l'invité. Qui nous conseillerais-tu d'inviter dans une prochaine émission des Hallucinés ? Bon, alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question et finalement je vais parler de ma copine Cécile qui est à l'auditorium à Sénaux, qui fait un travail vraiment formidable avec toute la concurrence qu'il y a à Annecy. Et voilà, on est plein de nanas là, à bosser un peu dans ce milieu, à se serrer un peu les coudes. Et voilà, c'est une très belle personne qui parle très très bien de son métier et voilà, que j'aime beaucoup beaucoup. Et j'espère pour vous qu'elle aura peut-être le temps de venir, parce qu'elle n'a pas le temps, Cécile, mais voilà, c'est vraiment, elle dépote. Voilà, elle nous fait du bien. On retient Cécile qui est à Annecy, donc pas très loin quand même. Non, c'est pour ça j'ai fait un truc accessible. Voilà. Et sans transition, on passe au quiz. On enchaîne tout de suite avec les années de sortie. Première rubrique, une affaire de femme. Claude Chabrol. Tu es de quelle année, Bérangère ? C'est un indice, hein. Est-ce que je vais pas vous donner d'indice. Non. Alors, vas-y, donne la réponse. À ton avis. Alors, 1988. Ça pourrait être ça. Ouais. J'ai failli dire ça. J'hésitais entre 87 et 88. Incroyable. La guerre des roses. C'est ça alors, 88 ? Bah oui. Ouais, c'était bien ça, ouais. Ouais. À la guerre des roses, c'est vachement. Ah, mais lequel de la guerre des roses ? Non, l'ancien, tu veux dire, ouais. Non. J'étais pas née. 90. Lancez-vous. Alors j'étais pas née. Alors j'étais pas née. J'ai voyé le plus récent. Moi j'aurais dit des années 90. 89. Ah ouais, j'étais pas là. J'étais née. Casper, le petit fantôme. Oh, j'adorais. J'étais amoureuse du petit fantôme quand il devenait garçon. Donc j'étais née. Donc je dirais 93, 94. 95. America. Dalia Kazan. 1963. Ça pourrait bien, ouais. L'Hydromystère, un film de Andrzej Kondratiuk. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît. C'est un super film. 66. L'Hydromystère. L'Hydromystère. C'est quoi Une grande année, 1971. La guerre est finie. 66. Bah ouais. Waouh, là je suis largué. Hein. T'as compris le principe? Oui, j'ai compris. Bah oui, mais du coup, voilà. Et comme chaque mois, une nouvelle rubrique. Et je lui prédis pas un grand succès, celle-ci, malgré son titre. Mais je vais essayer quand même. Voici donc la charade. Donc, vous connaissez le concept. Je vous donne mon premier, mon deuxième, tout ça, et vous trouvez à quoi ça correspond. Et on commence avec mon premier. Ne serait rien sans Jim. Mon second est encore en anglais. Je vais continuer. Jim, ça doit être Jules, déjà. Mon troisième est le plus célèbre Mister du cinéma comique anglais. Et mon quatrième est La dent d'un massif dans notre coin. Et mon tout est une actrice française que Martial aime bien, je crois. Juliette Binoche.
Et ouais. Ah oui. Alors, Alors attends, tu peux faire ta charade parce que je crois qu'il y a des trucs qui vont pas du tout là. Comment ça ne sera rien sans Jim. Alors Jules Ouais, est encore en anglais. Est encore en anglais. Yet. Ah ouais. Ouais. Le plus célèbre mystère du cinéma Bean, comique Mr. anglais. Bean. Ah bah oui. Et la ça dent. tient. La dent d'Oche. Alors, Il y a du boulot. Hein. Ah oui, il y a du taf. Hein. Alors, si on pensait à Rowan Atkinson, ça marchait moins bien. Là, c'était entre 7h et 7h15, mais il y a du taf quand même. Juliette hein, Binoche. On poursuit avec mon premier est le pluriel du mal. Mon second est le lieu où jouent les acteurs de théâtre. Mon troisième est un ordinateur Apple. Mon quatrième est l'ennemi du bien. Mon cinquième, et c'est ce qu'a pris Chris Rock de la part de Will Smith aux Oscars en 2022. Et mon tout est un réalisateur iranien. C'est Mohsen Makbalbaf, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors j'avais le prénom, mais alors le reste. Moi, je me tairais à Mohsen. Il faut avoir de la culture quand même hein, pour avoir de la conviction là-dessus. Oh, bravo. Bravo, Pascal. Donc ça vous plaît ça? Moi, je suis nul, je réfléchis trop. Et on finit, donc on le raccourcit, j'en avais plein d'autres, mais on va raccourcir. On a le droit de le faire au fur et à mesure pour la prochaine ensemble. fois. Ouais, si vous voulez. bien, hein. c'est bien. essayer Non, Si vous voulez. Ouais, ensemble. Comme ça, on a l'impression qu'on gagne tous. Ouais, Mais ouais, voilà. c'est ça l'idée. On veut pas que Pascal gagne tout seul. Mon premier est un film avec Louis de Funès. Quick. Mon second, la clairette en est la spécialité. Dis. Donc il faut trouver Mon troisième est un Oscar personnage. est un personnage mythique revisité entre autres par Goethe, Gounod, Murnau, Delacroix et tant d'autres. Et mon quatrième Faust, est la 18e Oscar lettre. Faust. La 18e lettre de l'alphabet. Et mon tout, je n'ai qu'une chose à dire. Jodie Foster. Cœur avec les Jodie doigts. Foster, oui, c'est ça. Bah Ah, ouais. c'est Joe. Ah ouais, ok. Ah oui, Joe Foster. Ouais, excellent. Ah ouais, Jodie Foster. On a envie de jouer longtemps. Ah ouais, Ouais. c'est très bien. Enfin, Mais merci. tu On vois, veut bien se creuser la cervelle. tu vois, elle est intéressante cette Ouais, mais nouvelle bien, on va la rubrique. refaire, Ok. charade. Hein. Bah, j'en avais quelques autres sous le coude. Eh ben, donc, ça sera pour la prochaine émission. Alors, une autre rubrique que j'aime bien, je l'avais appelée acteur suédois ou meuble Ikea. Et on commence avec Lisbeth Ramnefjell. Alors, je rappelle, hein, mon accent de Goodberg peut déranger. Et là, il faut dire si c'est un meuble ou une Ou personne. Ou un acteur. Moi je dirais actrice. Oui. Ouais. Ouais. C'est un cadre, joli meuble. un cadre de lit matelassé. Ok. Non mais c'est vrai. Bah oui. Non, il s'appelle comme ça, comme une mais personne. tout en entier ou il y a juste le nom de Non, il n'y a famille? que le nom de famille. J'ai rajouté le prénom. Parce que je me disais Lisbeth, ça fait quand même des très. pièges. Ah oui, Ok, c'est des faut pas pièges. prendre en compte le prénom. alors. Oh. Bon, allez, on recommence. Michael Persbrandt. Acteur. T'es Non, sûr c'est pas une table basse, non? Ouais, alors il a un peu le charisme d'une table basse, mais il a joué chez Lasse Hallström et dans les 2 derniers Hobbits. Ça va. Moi je me dis j'ai une chance sur 2 à chaque fois, donc je le tente. hein. Bah ouais. Kaisa Frieden. C'est vrai que tu C'est une prononces personne, mal. ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Comment veux-tu qu'on trouve avec cet accent Bah, c'est Goodberg. Freystein. Non. Un canapé convertible. Ah, tu vois, j'avais failli dire un canapé. Ouais. Rubrique suivante. Les titres ou pas. Rodriguez au pays des merguez. Waouh. Bah alors là, J'espère que c'est un vrai titre. Hein. Bah ouais, c'est un film de Philippe Clair de 1980. Il avait le don, le Philippe. c'est un film porno ou Même pas. Non, même pas. Ouais, ça fait C'est très un film porno, sur quoi. le barbecue. Peace Christ. Ça pourrait. hein. Peace, tu l'écris comment? Comme ça? C'est une œuvre d'art. Non, non. Mais oui, Ah, c'est comme une... le pipi. mais oui, c'est ça, c'est une œuvre d'art. Ça se trouve, Ouais, c'est un ouais. film sur cette histoire. là. C'est une photo d'Andrés Serrano qu'il a prise en 1987. Ouais. Et Charlot et les saucisses. C'est les Charlot ou Charlot. Charlot. Non. Oh, pourquoi pas? Ça a l'air faux. Ouais. Non. Ouais, non. Ouais, pourtant c'est vrai. Ouais. Et on finit avec la rubrique préférée de Martial, le faux culte. Je vais vous donner des critiques glanées ça et là sur le net et pour trouver le titre du film. Remplacer les hobbits par des enfants, Frodon par une gamine, Aragorn par un lion, Sauron par un vieux Mr. Freeze, saupoudrez de niaiseries et vous obtiendrez un Seigneur des Anneaux à mi-chemin entre une pub Haribo et une pub Playmobil. Narnia, non. Ouais, Ouais, le Narnia. monde de Narnia. Ah, ouais. Ok. Bien joué.
Fait le martien en combinaison de ski. Lui répond l'humble paysan. La fierté du cinéma français. La soupe aux choux. J'ai tout de suite passé, mais franchement, c'est bon. La fierté des critiques françaises, c'est sa critique à lui. Franchement. Le scénario ? Un homme aux os de verre cherche un homme en béton. Pourquoi, me direz-vous ? Aucune idée. Arrêtez de poser des questions. Homme aux os de verre, ça me fait penser à Amélie Poulain, mais franchement, mais c'est pas ça. Non. Un homme aux os de verre cherche un homme en béton. Avec Bruce Willis. Glace. Un piège de cristal. Cassable. Un cassable. Ah oui, oui. Oui, ça. Ainsi se termine cette 25e édition des Hallucinés. Pas besoin de réveiller l'enfant qui est en vous. Oui, celui qui mangeait des choco-rêves. Et plutôt que d'être assis sur votre steak, vous pouvez retrouver tous les épisodes des Hallucinés sur radiomadi.com ou sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes Deezer, en cherchant Radio Mani, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. J'en passe et des pires. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram en followant les Hallucinés avec un H, 2 L, 2 E et S à la fin. Prochaine édition, prochaine émission. À ciao, bonsoir. Ciao, au revoir. Bye bye. Bonsoir tout le monde.